Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Éric Lessard, je suis un coach agile senior. Je suis un agiliste depuis 2005 et un coach agile depuis 2015. Je suis un SPC 5, c'est-à-dire Safe Program Consultant. Alors, j'ai fait la formation de SAFE et je suis donc un formateur officiel SAFE. Puis, j'aide les organisations à passer à SAFE ou à en utiliser certaines parties, notamment le démarrage de train agile là, que j'ai démarré dans plusieurs organisations. Et puis, on pourra en parler plus en détail en révisant le contenu de la présentation. Alors, pourquoi on parle de SAFE? En fait, on parle de SAFE parce que c'est probablement le moment le plus pertinent pour le faire. Le monde a changé et puis vous allez voir qu'avec 3 ingrédients quand même assez simples à comprendre, mais un peu plus exigeants à mettre en place, on peut arriver à vraiment changer la façon dont on livre la valeur et puis la façon dont on dirige nos organisations. Alors, le premier fondement, le premier pilier qui va nous intéresser, c'est d'avoir des bonnes équipes Scrum. Ensuite, ces équipes Scrum-là, on va les rassembler dans des trains safe qu'on va appuyer avec la gestion agile. Et puis, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ces 3 éléments-là? Ben, on veut de l'alignement, de la confiance, mais on veut des résultats. C'est ça qu'on veut avoir. On veut l'avoir à l'année, on veut l'avoir en tout temps. Mais pourquoi c'est particulièrement pertinent ces temps-ci? C'est parce que le monde a changé. J'imagine que la plupart d'entre vous est en télétravail, juste en main levée. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup de mains levées pour ceux qui sont en télétravail. Est-ce que votre vie a changé? Oui, on est pas mal dans les 100%. Là. Votre vie à vous a changé. La vie de vos gestionnaires a changé. La vie de vos clients a changé. Et puis, on a besoin, en fait, là, de nouveaux mécanismes et de nouveaux repères pour être capable, justement, de s'adapter à ce nouveau monde-là. Puis, il y a 4 grands axes de changement qu'on voit à ce moment-là là, qui bougent à cause, entre autres, du COVID. La première chose, c'est la distanciation sociale. Alors, quand le confinement a commencé, bien, la première chose qui est arrivée, c'est que chacun est retourné chez soi pour commencer à travailler idéalement en télétravail ou être en arrêt d'emploi pour ceux pour qui le télétravail est tout simplement impossible. Ça a amené l'introduction très, très rapide de technologies de collaboration à distance. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que nos gestionnaires qui nous soutiennent ont eu une crise à gérer. Alors, eux, leur première priorité, ça a été de rassurer et d'épauler leurs gens, les gens de qui ils sont responsables, et de s'assurer d'une continuité des affaires. On a juste fait ici là, de garder les lumières allumées autant qu'on peut dans les circonstances. On n'a pas fait de révolution, on s'est juste assuré que nos gens étaient en sécurité et puis que le strict minimum de l'organisation fonctionnait. Ensuite, le comportement des clients a changé parce que nous-mêmes, on est les clients de d'autres organisations. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ben, on est retourné chez nous. On a arrêté d'aller dans les magasins. On a acheté plus en ligne. On a consommé plus de services de divertissement en ligne. Au lieu de faire du sport dans des centres sportifs, dans des gyms, plusieurs parmi vous seront probablement équipés en équipement de sport à la maison pour vous entraîner chez vous. Tous ces changements-là sont survenus là, par la suite à une vitesse quand même assez impressionnante. Puis, qu'est-ce que ça a causé aux organisations? Bien, ça a mis une pression très importante pour que les organisations restent pertinentes dans ce nouveau monde-là. Si je me définis essentiellement comme une organisation de commerce au détail et que ma stratégie, c'est uniquement de la distribution en magasin avec une relation de proximité avec les clients et que je n'ai aucune présence numérique, le COVID va probablement frapper de plein fouet comme organisation. Et probablement que mes clients qui ne peuvent plus venir dans mon magasin ben, vont acheter en ligne et vont acheter très probablement chez les fournisseurs qui ont déjà la confiance du public. Alors, en plus de perdre mes parts de marché puis mes revenus actuels, ben, je suis en retard sur des joueurs qui sont déjà en mouvement, qui sont déjà à une bonne vitesse de croisière. C'est vraiment douloureux là, pour ces organisations-là. On donne l'exemple du commerce au détail, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres organisations. Là. Alors, reste à voir comment SAFE peut nous aider justement dans chacun de ces axes-là ici.
Alors, quand vous allez sur le site de Scaled Agile, qui est l'entreprise, en fait, qui est propriétaire de SAFe, parce que c'est deux choses, il y a l'organisation Scaled Agile et SAFe, qui est le cadre de gestion agile. On voit que c'est un bloc quand même assez étoffé. On peut passer des jours et des jours de formation pour en comprendre les fins détails. Mais aujourd'hui, on va vraiment focuser sur les bénéfices et sur les conséquences de passer à ce genre de cadre-là. On aura uniquement un survol de ce qui est pertinent aujourd'hui. Puis, quand il y aura des références supplémentaires à avoir à l'extérieur, en devoir à la maison, je pourrais vous faire signe par la suite si vous voulez continuer à alimenter votre curiosité. Est-ce qu'il y en a parmi vous à main levée qui ont déjà été exposés à SAFe? On a à peu près tout le monde qui a été exposé. Alors, ce sera essentiellement un rappel pour ceux qui connaissent déjà, mais on va y donner une optique nouveau monde. Vous allez voir que ça alimente la conversation. Vous allez voir que c'est pertinent plus que jamais d'en parler. Parce que quand on parlait de l'axe de télétravail, qu'est-ce que ça influence? Ça influence nos équipes agiles qu'on a ici. Comment on fait pour bien les accompagner et s'assurer qu'ils sont les conditions gagnantes pour livrer? Notre autre axe de changement, c'était la gestion. Comment mettre en place le Agile Release Train qu'on voit ici, le train en jaune? Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour appuyer la gestion, pour amener des nouvelles façons de faire qui sont encore plus pertinentes dans le monde turbulent d'aujourd'hui? Comment on fait pour approcher nos clients et s'assurer que le client est au cœur de nos préoccupations dans le modèle? SAFe peut nous donner quelques réponses intéressantes là-dessus. Et puis, comment on s'assure que notre stratégie, qui est en pleine mutation en ce moment, vu la turbulence dans le monde, comment s'assure-t-on que cette stratégie-là, on est capable de la mettre en place puis qu'on est capable de la livrer? Fait que ces 4 axes de changement-là, on trouve des réponses intéressantes dans SAFe là, qui nous donnent un bon point de repère pour s'ajuster justement. Alors, le télétravail, c'est le nouveau quotidien. On le voyait tout à l'heure. C'est la majorité, en fait, la totalité d'entre vous, probablement, est en télétravail. Et puis, la belle photo ici que vous voyez de gens souriants, probablement que ça vous rappelle de votre équipe et de qui vous étiez proche et que vous pouviez collaborer bureau à bureau, un à côté de l'autre, travailler avec des post-it, des crayons. On voit des tableaux blancs derrière. C'était notre quotidien, mais le nouveau quotidien, ça se passe à distance. Dans le meilleur des cas, on est plusieurs à avoir un environnement confortable dans lequel on peut travailler. On n'a pas le contact humain aussi proche qu'avant, mais on réussit quand même à trouver une façon d'être positif là-dedans, faire du team building en changeant nos fonds d'écran un peu funky. En faisant toutes sortes de choses, en s'envoyant des gifs animés un peu exotiques dans le chat. C'est le genre de choses qu'on fait pour garder le moral, qu'on réussit quand même à passer à travers nos journées. Et pour plusieurs, c'est un peu plus compliqué. On voit que ici, c'est une photo qui, je pense, représente le quotidien de plusieurs personnes ici. Ceux qui ont des jeunes enfants ou qui ont des animaux de compagnie, on les voit souvent passer dans les écrans de télétravail. Là. Justement, cette semaine, j'ai une collègue qui a un chat et son chat a décidé qu'il participait à la réunion. Alors, il s'est joint à nous, il s'est couché sur le laptop, puis il est parti avec la tasse à café. Ça a été tout un moment. Mais c'est vrai aussi pour toutes sortes de choses. Fait que ces gens-là qui ont toutes sortes de réalités personnelles à la maison, ben, ils vivent des interruptions et c'est plus difficile d'avoir un horaire régulier de travail. Parce que le télétravail forcé, c'est vraiment une expérience à géométrie variable. Là. Les gens qui ont des animaux à s'occuper ou qui ont des enfants, on n'a pas toujours une belle salle privée pour s'installer, pour travailler. On n'a pas toujours de l'équipement adéquat. On n'a pas toujours une belle coupure de son. C'est pas évident de travailler dans ces conditions-là pour plusieurs d'entre nous. Pour plusieurs aussi, c'est difficile de maintenir un horaire de style 9 à 5. Les horaires sont parfois entrecoupés. On peut commencer un peu plus tard ou il faut finir un peu plus tôt. Dépendamment si on a aussi un conjoint qui travaille à distance, des enfants à s'occuper, faut s'alterner. Et puis, ça chamboule l'horaire de travail. Aussi, dans certains cas, on peut vivre une intensification assez forte de la cadence de travail. On le voit dans les corps de métier, où est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres. Souvent, le goulot d'étranglement, c'était de trouver une salle. On n'a plus ce problème-là aujourd'hui. Les salles sont virtuelles. Alors,
les réunions s'enchaînent une après l'autre avec peu ou pas de pause entre chaque. On a une question ici? J'avais une main levée. Non, je pense que c'est le main qui n'a pas été baissé. Ah, OK, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on se pose aussi comme question? C'est au niveau de la gestion. Quand on entend le discours des gestionnaires, on n'est pas certain si les mentalités peuvent changer aussi vite que notre quotidien, là. Quand on parle de présence obligatoire, de faire des heures pendant des heures de bureau, absolument. Est-ce que c'est vraiment important de faire le 7h30, le 35 heures, le 37,5, dépendamment des organisations? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce que c'est faire les heures ou c'est livrer le travail qui est important? Il y a aussi une angoisse là, à garder des silences, dans le sens où si dans notre horaire, on n'a pas de rencontre, on n'a pas d'activité, ça peut mal paraître, comme de quoi qu'on ne travaille pas. Il y a un stress là-dessus. Est-ce qu'on se surengage? Est-ce qu'on se présente un peu trop dans des rencontres où on ne serait peut-être pas nécessaire, juste parce qu'on ne veut pas avoir un horaire blanc? Des questions à se poser. Puis, toutes ces choses-là qu'on fait, est-ce qu'on le fait pour aider ou pour contrôler? Mais ça, c'est pas clair parce que c'est pas tout le monde qui vit ce virage-là de la même manière. Fait que c'est difficile de prêter des intentions puis de comprendre ce qui se passe réellement dans la tête des gens, là. On essaie autant que possible d'avoir une interprétation généreuse puis de dire que chacun fait ça pour le mieux, mais ça peut envoyer des drôles de signaux des fois là, quand on n'a pas tout le contexte. En fait, qu'est-ce qu'on souhaite faire plutôt que d'essayer de fonctionner comme avant? On veut être dans une situation où on s'adapte à mesure, on essaie de comprendre, on y va avec un processus empirique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est transparent. On est transparent le plus possible pour donner une visibilité sur ce qui se passe, sur l'état des choses, pour ensuite inspecter. Autrement dit, dans le travail qu'on a à faire, le rendement, les résultats, on veut que ce soit visible et on veut être capable de le partager pour avoir du feedback sur notre travail. Puis on veut aussi avoir la marge de manœuvre pour s'adapter puis s'ajuster au fil du temps. De ne pas toujours s'attendre à ce que ce qu'on présente comme travail, ce soit une version finale au propre. Tolérer de travailler ensemble en mode brouillon, en partage, c'est d'autant plus important en télétravail parce que on n'est pas nécessairement sur les mêmes cadences, 100% sur les mêmes horaires. Si je garde un document tout seul sur mon bureau, parce que je me dis que je ne veux pas être jugé sur un brouillon, mais qu'en même temps, je me prive de feedback puis que j'empêche les gens de collaborer avec moi sur mon travail, c'est contre-productif. Fait que, comme organisation, faut essayer de voir comment on peut être dans un mode vraiment empirique et puis d'avoir une tolérance au brouillon pour qu'on puisse mieux collaborer, justement. C'est ce qui nous amène à parler de Scrum, qui est probablement le processus empirique le plus répandu, notamment au niveau des équipes TI, là, au niveau de autant développement, intégration, des équipes logicielles, toutes sortes d'équipes qui profitent justement des bienfaits de Scrum, qui est assez simple en termes de sa construction puis de son fonctionnement. Le défi, c'est de bien le faire puis justement de l'appliquer. Mais c'est 4 événements tout simples. C'est de la planification de sprint, la mêlée quotidienne, la revue de sprint, la rétrospective. Ça, c'est les 4 ingrédients. Si on n'a pas ça, on ne fait pas du Scrum. Par défaut, souvent, on recommande le 2 semaines. À Québec, ça a été plus difficile jusqu'à date d'avoir du 2 semaines, probablement à cause de la spécialisation de certains rôles. J'ai beaucoup de clients là, qui s'en tiennent à des itérations de 3 semaines, mais chacune des 4 activités Scrum sont mises en place. Puis pourquoi Scrum, c'est super important d'en parler dans un monde de télétravail? En fait, c'est que ça contient, enchâssé dans le cadre Scrum, les mécanismes dont on a besoin pour faire du travail à distance là, en transparence et en toute confiance ensemble. Parce que notre sprint planning, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire en équipe une prévision des travaux pour le prochain sprint, puis on va déterminer un objectif commun. Fait qu'on prend le temps d'en parler. C'est un événement où est-ce que tout le monde est présent, on est en équipe, on échange, et puis on va s'engager là-dessus, justement, là, cet objectif commun. Ensuite, la mêlée quotidienne, c'est un autre moment où est-ce qu'on rassemble tout le monde dans l'équipe. C'est au quotidien, c'est au jour le jour. Alors, on est transparent, puis on partage l'information. Comment on progresse vers l'objectif, puis ensuite, identifier les bloquants. Fait que pour être sûr que quand je suis de mon côté, que je ne suis pas bloqué,
Et puis que si je le suis, ben, je le laisse savoir le plus rapidement à l'équipe. On n'attend pas nécessairement à la mêlée quotidienne pour parler d'un bloquant à son Scrum Master ou à des collègues, mais c'est un moment privilégié là, pour le ramener sur la table. La revue de sprint, c'est un moment où on inspecte les résultats. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut des résultats tangibles. On veut une solution qui fonctionne. On n'est pas là pour donner des pourcentages d'avancement puis des restes à faire en heures. Si on veut bâtir la confiance, c'est avec des résultats. À ce moment-là, on le montre. Et puis l'alignement aussi, vu qu'on regarde ensemble le logiciel livré, c'est la même chose qu'on regarde, là, qu'on a sous les yeux. Et puis c'est facile ensuite de partir des faits pour donner du feedback et faire de l'ajustement. Et parlant d'ajustement, on a la rétrospective, mais ici, on s'attarde beaucoup plus au processus et aux façons de faire pour s'adapter et mieux faire la prochaine fois. C'est ce qui nous intéresse là-dessus. Dans un monde turbulent comme aujourd'hui, se donner des occasions de réfléchir pour s'améliorer, c'est d'autant plus pertinent, même essentiel. Comment on atteint la confiance et l'alignement avec nos équipes Scrum? Ben, c'est des engagements puis des résultats plutôt que des heures. Autant faire des heures que de donner des heures de reste à faire. C'est pas comme ça qu'on va bâtir de la confiance et de l'alignement. C'est d'avoir notre objectif commun, puis qu'on soit là pour le livrer. Puis ce qu'on veut aussi, c'est des récits complétés plutôt que des tâches. Parce que souvent, dans les carnets de produits, le sprint va commencer avec des récits utilisateurs dedans qui sont à compléter dans le carnet de produits. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on abat des tâches, puis on fait baisser le burn down en heures. Ce qui nous intéresse, c'est d'abattre des récits et de faire baisser le burn down en points. On veut vraiment miser sur du complété. Et c'est comme ça qu'on va livrer nos résultats. Puis, créer la confiance, c'est en respectant nos engagements. Puis, comment on fait pour respecter nos engagements? Bien, la première chose, c'est à l'entrée. De prendre des engagements soutenus et soutenables. Soutenables, il faut qu'on soit capable de les faire. Et puis qu'on les livre aussi. Fait que quand quelqu'un en dehors de l'équipe voit nos engagements, puis qu'il voit notre historique de respect de nos engagements puis de nos prévisions, à ce moment-là, c'est facile de prendre confiance dans ces équipes-là. Puis qu'est-ce qu'on s'attend comme attitude au niveau des équipes Scrum? C'est qu'on veut du courage puis de l'humilité pour soulever les bloquants. Ça se peut que... en plus, dans un monde à distance, on n'a pas le non-verbal des gens. Fait que des fois, on a peur peut-être que quand on met du texte dans un chat ou dans un message, soit mal interprété. Des fois, il faut dire les choses quand même, comme on peut avec les médiums qu'on a. Essayons d'avoir l'interprétation généreuse de dire que si quelqu'un mentionne un bloquant ou un irritant, que ce n'est pas nécessairement une attaque. Il faut quand même être humble là-dedans aussi. Puis, de comprendre que les gens ils veulent bien faire. Puis aussi de ne pas s'entêter à tout se débloquer nous-mêmes. Ça se peut que je rencontre un irritant et puis des fois, c'est à moi comme individu, comme collaborateur, d'être humble puis de me dire, je ne suis pas capable de débloquer ça tout seul puis d'aller me chercher de l'aide. C'est facile à distance d'être bloqué puis de rester en silence de notre côté. Puis il n'y a pas de bruit de corridor. Il n'y a personne qui passe à côté de nous, qui peut voir le non-verbal que ça ne va pas. Fait qu'il faut être transparent puis il faut être prêt à partager. C'est très, très important. Puis aussi le focus sur l'engagement à court terme. Encore une fois, vu qu'on ne se croise pas vraiment dans des corridors comme avant, c'est encore plus important de s'assurer que tout chacun, on est focus, puis qu'on respecte notre part là, de l'engagement pour qu'on les rencontre justement, nos engagements de sprint. Ensuite, le dernier point, je pense que ça, c'est la phrase que je dis le plus souvent dans toute la présentation. Puis s'il y a une seule phrase que vous retenez aujourd'hui pour le succès dans le travail à distance, c'est la pugnacité vis-à-vis des bloquants. C'est quoi la pugnacité? C'est vraiment une combativité forte, une insistance à ce que ça bouge, une insistance à ce qu'on ne laisse pas traîner les bloquants. Encore une fois, on ne recroise pas les gens dans les corridors, on ne revoit pas. Si je travaille avec HM, HM me dit qu'il est bloqué. Si je ne le recroise pas dans le corridor, je ne repenserai pas à HM, à moins qu'il me renvoie un petit message texte. C'est plus facile d'oublier les gens dans le mode en ligne qu'on a aujourd'hui. Alors, comme Scrum Master, comme leader, de se faire un devoir d'être très, très, très actif et très, très insistant au niveau des bloquants, pour deux raisons. La première raison, c'est justement de ça découle la performance des équipes. Et puis aussi, ça va augmenter la confiance envers la gestion si, quand, comme équipier, je soulève un irritant, un bloquant,
je sens que ça compte et que quelqu'un s'en occupe. À ce moment-là, moi, je vais avoir beaucoup plus confiance en mon gestionnaire qui va être là pour m'aider et être là dans des moments où ça compte. Est-ce que ça vous interpelle comme conseil? Les petites mains levées pour voir. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées, des compléments ou des commentaires? Vous pouvez y aller dans le chat, puis je vous interpellerai au besoin. Alors, je vais prendre le silence pour un « ça va bien aller » et on continue. Des gens de qui on parle aussi ces temps-ci, c'est les gestionnaires. Merci Renaud du feedback. Utiliser la caméra. Oui. Ben, les gens de qui je pense qu'il faut qu'on parle, c'est les gestionnaires. Les gestionnaires, on leur a demandé beaucoup d'être soutenants et d'avoir de l'empathie pour leurs gens qui vivent la turbulence sur les travails. Mais eux autres, ils l'ont vécu autant que nous autres, les gestionnaires. Eux autres aussi, ils sont en confinement chez eux avec un laptop qu'ils n'ont pas tout le temps choisi, avec une caméra qui ne marche pas tout le temps bien, avec une connexion réseau qui n'était peut-être pas adaptée à faire à ce que les enfants fassent du streaming sur Disney+, en même temps que vous faites une vidéoconférence et que le chien jappe derrière. Eux autres aussi, ils vivent ça. C'est des humains comme vous et moi. Puis eux autres, il y a un défi supplémentaire, c'est que la vie continue. Oui, la vie continue, on reste chez nous, on peut commander l'épicerie au lieu d'aller la chercher, etc. On s'ajuste. Mais la vie de l'organisation continue. Les équipes de gestion ont le devoir justement là, de continuer à ce que l'organisation fonctionne bien. Puis il faut avoir de l'empathie envers ces gens-là parce qu'ils n'ont pas un métier facile ces temps-ci. Puis quand on parle de gestion, d'organisation, on cite souvent John Kotter avec son nouveau livre Accelerate, qui parle de 2 modèles d'organisation. Puis, c'est quand même assez polarisant comme modèle. Il y a un modèle qui est basé sur la hiérarchie et un autre sur le réseau. Alors, la hiérarchie, c'est ce qu'on a typiquement dans les grandes organisations, avec un organigramme très clair, avec des racis serrés, des responsabilités, des descriptions d'emploi étoffées. On parle d'environnement où est-ce que les gens ils connaissent les processus, ils connaissent ce qu'ils ont à faire. Ils le font bien, on le fait à un coût constant. On est efficient dans ce qu'on fait. On est vraiment dans un style administrateur. Là. On gère les choses. De l'autre côté, on a un réseau, là, une organisation beaucoup moins formelle. On peut se virer sur un 10 cents pour un client. On est guidé par des leaders inspirants. On innove, on explore. C'est vraiment le style entrepreneur, là, très centré client, très guidé par des leaders forts. Et puis, qu'est-ce que je vois de temps en temps arriver avec des confrères coach agile, c'est que j'ai des collègues qui pensent que le réseau devrait être la seule façon de vivre d'une organisation et que si les organisations étaient complètement en réseau, en holacratie, ce serait donc un monde extraordinaire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place de façon réaliste. Parce que qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces 2 organisations-là, on ne trouve pas du tout les mêmes qualités. C'est que dans une organisation qui est hiérarchique, on est orienté processus, on est stable, on est efficient. Tandis que dans une organisation plus en réseau, on est orienté client, on est rapide, on est collaboratif. C'est sûr que dans un start-up, c'est facile d'être en réseau quand on est 10 dans la même salle, puis que la seule personne qui a un bureau fermé, c'est le président. On voit tout le monde, on parle à tout le monde. Le téléphone d'un vendeur sonne, il se lève la tête par-dessus un paravent, puis il demande à un développeur de faire un changement. Ça peut aller très rapidement. Mais quand cette organisation-là commence à grandir, puis tout à coup, on a un département de finances, un département de ressources humaines, on commence à avoir de plus en plus de monde, il faut s'organiser, il faut avoir des processus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un service de la paye, je serais un peu inquiet que ce soit une organisation en réseau qui explore rapide et qui fait des expérimentations avec ma paye. J'aimerais ça que ce soit une organisation quand même assez stable, qui met les bonnes déductions et que je n'ai pas à me taper, moi, de la paperasse administrative pour réparer des faux pas
de quelque chose qui est quand même assez connu comme processus. Là. Fait que, même chose au niveau de l'embauche. Je veux que quand on engage quelqu'un, qu'il ait toutes les mesures claires pour s'assurer que nos gens sont traités de façon équitable, puis qu'ils sont bien, bien traités au niveau de tout ce qui est les normes du travail, puis les politiques de l'organisation. Même chose avec tout ce qui est facturation, compte payable. J'ai déjà fait affaire avec d'organisations que je n'aimerais pas, que j'ai l'impression qu'ils faisaient de la facturation exploratoire. Il fallait que je les appelle de temps en temps pour faire des ajustements de facturation parce que c'était pas tout le temps clair que j'étais vraiment facturé selon ce que j'avais. Moi, je m'attends vraiment à ce que certains rôles des grandes organisations ce soit très stable et efficient. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on devrait vivre dans un monde tout ou pas tout? Est-ce qu'il y a juste les startups qui peuvent innover? Puis, est-ce qu'il y a juste les grandes organisations qui peuvent être stables et efficientes? Alors, d'après vous, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Hiérarchie et réseau peuvent cohabiter. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent ça? À main levée, voir. Oui, ce n'est pas un dilemme, c'est un faux dilemme, en fait. On veut avoir les deux. Et puis, ça amène deux choses très, très différentes comme vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande aux gens? C'est d'occuper un poste et de jouer un rôle. Ça ne devient pas un ou, ça devient un et. Et ça rajoute une complexité au niveau de la gestion, puis ça rajoute aussi un certain niveau de stress là, au niveau des employés. Là, parce que quand on découpe le rôle du poste, quelqu'un qui est très habitué de vivre dans une case avec une description d'emploi claire, puis un RACI clair, tout à coup, on est dans une organisation où il y a un chef d'équipe, un chargé de projet et peut-être un analyste, mais tous les trois, chacun dans leur secteur, sont Scrum Master. Et puis, ça peut amener de l'inconfort pour certaines personnes, mais c'est par là qu'il faut passer si on veut faire cohabiter la hiérarchie et le réseau. Même chose au niveau des gestionnaire. Quand on est en hiérarchie puis on est en réseau, ce n'est pas la même chose. Quand on est en hiérarchie, si moi je suis directeur du département de l'infrastructure et puis j'ai un architecte techno, c'est mon employé, il est dans mon budget, c'est avec mon budget que je le paye. Mais dans la vraie vie, dans sa vie de tous les jours, lui, il va peut-être faire partir d'un réseau, puis collaborer avec d'autres gens. Puis moi, dans ma journée, je ne le verrai presque pas. Puis ces instructions vont venir, de quelqu'un d'autre là, que moi. Puis c'est moi comme gestionnaire, qu'est-ce que je fais moi pour l'appuyer si ce n'est pas moi qui gère ses journées et qui lui dit quoi faire? Alors, vous voyez toutes sortes de choses que ça amène là-dedans. Puis c'est là où est-ce qu'un mécanisme comme SAFe, un cadre comme SAFe, en fait, nous donne des mécanismes, il nous donne des balises là, pour être capable de s'y retrouver là-dedans sans que ce soit un flou artistique constant. Là. Parce que ce que SAFe nous dit, en fait, c'est que le cadre SAFe, puis les trains agiles, c'est des réseaux. On le sait comment faire des réseaux, on le sait comment partir des réseaux, on part des trains. Fait qu'à ce moment-là, les gens dans l'organisation qui contribuent au changement, qui contribuent à améliorer l'organisation, améliorer les produits, tout à coup, on a des rôles à offrir, on a des choses qui sont documentées, on a des processus de départ qu'on peut utiliser au lieu de partir tout simplement dans le vide et dire on fait un start-up dans l'organisation. On se donne des moyens, on se donne des outils pour que ce soit un peu plus structurant, tout en gardant là, la flexibilité qu'on veut avoir dans un réseau. Là. Parce qu'en fait, le ART, vous allez voir ça un peu partout dans la documentation de SAFe, c'est l'acronyme pour un Agile Release Train. C'est le train SAFe ou les trains agiles. Moi, j'ai interverti les deux noms de temps en temps. Des fois, je veux dire un train SAFe ou un train agile. À chaque fois, c'est de ça que je parle d'un ART. Fait que c'est un réseau de livraison de valeur. C'est une équipe d'équipes agiles. On parle de 50 à 125 personnes dans un réseau comme celui-là. Et puis, ça ne se borne pas à la hiérarchie. Autrement dit, quand j'assemble mon réseau, quand j'assemble mon train, ça se peut que j'aille piger dans plusieurs branches de l'organigramme pour m'assembler le réseau là, dont j'ai besoin pour livrer. Puis, si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air, juste démarrer un train, je vous inviterai à aller voir du côté de Scaled Agile, l'Essential SAFe.
Essential Safe, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment juste le niveau train du cadre. Puis il y a un article là, très, très bien expliqué qui explique les 10 pratiques incontournables pour faire un beau train qui fonctionne. Puis c'est pas vrai que tout ce qui est écrit sur le site web de Safe et dans les manuels est obligatoire pour que ça marche. Il y a un noyau dur d'une dizaine de pratiques qui sont des incontournables, mais Safe, c'est un template. C'est là pour nous aider. En fait, deux questions que je me fais constamment poser à tous les moments où j'ai fait du coaching agile, puis que je faisais des propositions. Alors, la première question, c'est est-ce que ça a déjà marché ailleurs? Et la deuxième question, c'est as-tu un exemple? Et puis, ce que je trouve intéressant avec Safe, c'est que vu que c'est mondial, que c'est le framework le plus utilisé dans le monde, puis qu'il y a un paquet d'études de cas documentées avec du feedback, avec des choses qui ont essayé, des choses qui ont bien marché, ça a marché ailleurs. Ça, je peux dire oui, ça a marché ailleurs. La deuxième chose, c'est as-tu un exemple? Ben, le site en tant que tel de Safe, c'en est un exemple. Il faut voir le big picture de Safe, là, le site, comme étant un exemple qui fait fonctionner Safe. Safe, il propose des itérations de 2 semaines, mais si ça ne marche pas des itérations de 2 semaines, ça ne veut pas dire que vous êtes plus safe parce que vous faites des itérations de 2 semaines, 3 semaines, c'est-à-dire. Là. Vous allez avoir des inconvénients peut-être, là, mais ça ne scrape pas tout. S'il y a des choses que vous faites différemment du cadre, mais que vous en tenez vraiment au noyau dur, vous allez avoir du succès, vous allez avoir des bénéfices. C'est vraiment pas, il ne faut pas voir ça comme je dirais ça, une liste de pratiques là, complètement intégriste à suivre. C'est du gros bon sens, c'est une implantation qui fonctionne. On part de ça, puis on s'adapte par la suite. Qu'est-ce que nous amène Safe? On parlait des rôles tantôt et puis des postes. Safe va introduire 5 rôles de leadership qui vont interagir avec le train, là, avec notre équipe d'équipe. Fait que le plus connu, c'est vraiment le RTE, c'est le chef de train, le Release Train Engineer. C'est lui qui va s'occuper de toutes les cérémonies du train. Un peu comme dans Scrum, on a des cérémonies niveau train aussi. C'est un servant leader. Il faut penser à lui comme étant le Scrum Master central du train. Là, tout ce que vous attendez des comportements d'un Scrum Master envers son équipe, il faut s'attendre à ces comportements-là d'un RTE envers son train. Le PM, c'est le Product Manager. C'est l'autorité contenue de ce qui se fait par le train. Fait que notre équipe d'équipe, ensemble, va consommer un gros carnet de produits qui est plus gros que celui de chacune des petites équipes individuelles. Puis c'est lui, en fait, qui est le grand responsable de ça. Et puis souvent, là, il y en a qui vont dire que c'est le PO des PO. Fait que dans le fond, les PO, là, c'est son équipe à lui. C'est son équipe de contenu. Et puis ensemble, là, ils vont travailler là, à l'étoffer, là, le carnet qui sert pour tout le train. Le SA, c'est System Architect. Je dirais que le nom, c'est pas toujours parfait parce que dans le contexte qu'on a ici, architecte système, notre passé macroscope donne un sens assez fort à architecte système. Mais dans le contexte de Safe, c'est l'autorité technique du train. C'est la personne centrale dans le train à qui on va poser les questions techniques. C'est pas nécessairement la personne qui sait tout, mais c'est la personne imputable, en fait, là, des pratiques d'architecture et puis des enablers. J'ai mis le terme en anglais volontairement pour que vous puissiez vous retrouver dans la documentation officielle, mais c'est des prérequis techniques là, ou des fondations qui servent à livrer de la valeur d'affaires. C'est quelque chose qu'on appelait là, auparavant des récits techniques au niveau des carnets de produits. Une porte que je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait ouverte dans Safe, que les récits techniques, là, ils l'ont légitimé comme étant, ça fait partie du carnet de produits. Et puis, quand on est à grande échelle, puis qu'on travaille là, à 120 de large sur la même solution, ça se peut qu'il y en ait qui fassent de la plomberie. Puis, cette plomberie-là, on veut la garder visible, on veut que ça fasse partie de notre planification, on veut la rendre démontrable parce qu'il y a des gens qui vont la consommer. Fait que ça devient des citoyens de première classe dans le backlog, là, les enablers. Le Scrum Master qu'on connaît, lui, va s'occuper beaucoup des cérémonies d'équipe. Puis un rôle que ça lui rajoute aussi l'environnement Safe, c'est que c'est un collaborateur du RTE. Fait que le Scrum Master ne fait pas juste faire vivre Scrum à l'échelle de son équipe,
C'est aussi là, un agent de liaison entre son équipe et le RTE et les autres acteurs du train. C'est vraiment un entremetteur là, super important pour le bon fonctionnement là, des trains safe. Et puis le PO aussi, c'est l'autorité de contenu au niveau d'équipe et puis il collabore avec le PM pour la création là, justement du carnet, le carnet qui est consommé par l'équipe. Ça, c'est le PO qu'on connaît. Sauf que son carnet à lui, ce n'est pas le carnet d'un produit qui va vivre dans le temps. C'est une section, c'est une portion du carnet du PM. Et puis, ça devient que jouer le rôle de PO, ça devient un sport d'équipe. C'est plus j'ai mon produit et je m'arrime avec les autres. C'est dans le train, nous avons une solution à livrer ensemble et nous allons faire chacun notre part du carnet de produits. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date, des commentaires? Oui. Oui. J'écoute. Je pense que c'est une question de Renaud qui disait, je pense que c'est pour le système architecte. Je me demandais si c'est plus proche de l'architecte logiciel ou de solutions TI. On a essayé plusieurs moutures à Québec en particulier. Là. Puis, je dirais que ce qu'on a de particulier à Québec versus d'autres marchés, là, comme je compare avec mes collègues là, aux États-Unis ou au Canada anglais, les architectes sont très, très d'un côté plus organique là, que ce qu'on a ici. Fait que si on n'a pas un architecte qui a une majeure technique forte, le train va s'en ressentir. Parce que cette personne-là, on veut que ce soit une autorité d'architecture, mais aussi une autorité de technologie et puis d'implantation puis de développement. Là. Fait que ça ne peut pas être obligatoirement un organique parce que souvent, les fonctionnels ont des connaissances là, super pertinentes et super importantes, mais un fonctionnel pur, c'est pas quelqu'un là, qui va être un bon système architecte. Fait qu'autrement dit, un organique pur va peut-être manquer de vision, puis un fonctionnel pur ne sera peut-être pas assez crédible au niveau des équipes, puis il n'aura peut-être pas tout le bagage pour bien défendre les enablers. Dans le meilleur des mondes, c'est probablement un fonctionnel qui a quand même un très bon côté organique ou un organique très senior qui va avoir une bonne vision là, de la solution d'ensemble. Puis, au niveau des architectes d'affaires, en fait, ça va être dans les connaissances techno, oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'on amène au niveau des connaissances techno? C'est pas si important que ça que lui les connaisse toutes. Faut qu'il ait au moins une bonne base puis qu'il maîtrise en fait le DevOps, parce que c'est rendu un incontournable. Mais il faut qu'il ait dans sa garde rapprochée les spécialistes techno là, pour aller les chercher. Il n'a pas besoin de tout connaître lui-même, mais il doit avoir presque une longueur de bras là, tous les gens qui ont besoin. Le volet de toutes les saveurs d'architecte, je pense qu'on pourrait passer la soirée au complet là-dessus. Mais c'est vraiment de tenir compte que l'architecte au niveau du train, c'est une autorité technique. Puis on veut que ce soit quelqu'un qui ait de la crédibilité et beaucoup d'influence au niveau des développeurs. C'est quelque chose qu'on veut. Puis au niveau des architectes d'affaires, ça va être dans la garde rapprochée du PM qu'on va les avoir. Le PM, ce n'est pas toujours une personne seule. Dans certains cas, c'est une équipe. Alors, ce serait dans l'équipe autour du PM qu'on aurait nos architectes d'affaires. Quand vient le temps de composer le train avec vraiment les équipes de réalisation puis les experts qu'on a besoin ici, c'est là qu'on va aller au-delà de l'organigramme. Qu'est-ce qu'on a en haut, là? Les silos, c'est juste un copier-coller de l'organigramme. C'est probablement que chacun de ces silos-là a son directeur, qui a ses employés qui sont payés par son budget, puis il fait leur évaluation annuelle, et puis c'est lui qui approuve leurs vacances et leur budget de formation, etc. Pour s'assurer que les politiques de l'organisation sont bien respectées, que les budgets sont bien suivis, etc. Mais quand vient le temps de livrer de la valeur, les silos, c'est vraiment pas la façon efficace d'y arriver. C'est pour ça qu'on va composer un train, on va piger dans chacun des silos qu'on va avoir ici, puis on va s'en composer un train. Puis, une des conséquences de ça, c'est qu'on peut réduire de façon vraiment importante le fractionnement de ressources. Juste un exemple, là, combien parmi vous ont déjà travaillé avec des architectes de sécurité à temps partiel dans votre projet? Juste à main levée.
Bon, la majorité d'entre vous, probablement, qu'est-ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez décollé votre projet. On vous a dit, ben là, il faut s'assurer que vous êtes conforme au niveau de la sécurité, etc. Alors, dépendamment de votre budget, on va vous faire un prorata. Et tout à coup, ben là, Simon, dans ton projet, tu vas avoir 0.1 architecte de sécurité. Renaud, tu vas avoir 0.3 parce que tu as plus de budget. Marie-André, tu vas avoir 0.1. Puis là, on va égrener ça un peu partout. Et puis moi, comme directeur de l'équipe de sécurité, ben, je vais m'assurer de suivre toutes les feuilles de temps de mon architecte de sécurité, puis s'assurer qu'il facture à tous les projets comme il faut et que tout va bien et que mon argent est bien dépensé. Mais qu'est-ce qui arrive? Juste en commentaire dans le chat, qu'est-ce qui arrive aux gens qui consomment les services de mon architecte, qui sont fait promettre des points 1, des points 2? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'architecte est disponible? Oui, il attend. Au moment où vous en avez besoin, souvent cette personne-là n'est pas disponible. Ils n'en veulent plus. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces gens-là, justement, là, vous n'aurez pas nécessairement accès à cette personne-là au moment où vous en avez besoin, où il n'est jamais là, ou quand il est là, il est trop tard, puis il nous fait recommencer notre travail parce que son audit de sécurité arrive après qu'on ait fini le développement. Puis il est fâché après nous parce qu'on n'a pas suivi des recommandations qu'il nous a juste fait trop tard. Même si c'est une personne très bien intentionnée, écoute, sa priorité, c'est de facturer toutes les heures. Effectivement, à ce moment-là, ces gens-là sont inefficaces partout. Fait que si, mettons que c'est Frédéric, là, mon architecte de sécurité, puis que dans mon train, ben, finalement, j'ai suffisamment de budget pour avoir quelqu'un à temps plein en sécurité. Fait qu'au lieu de donner 0.1 à Renaud, 0.2 à Simon, 0.3 à Marie-André, puis 0.1 à quelqu'un d'autre, ben, j'envoie Frédéric, une personne au complet. Ben, il va être assis avec le train. Puis, qu'est-ce que ça fait d'avoir un spécialiste comme ça qui est dédié à un train si on a le budget? Bien, cette personne-là peut être proactive. Ça veut dire que mon architecte de sécurité, ben, je peux l'appeler quand je prépare mon carnet de produits, quand je fais mon exploration. Je peux l'avoir en avance. Je peux l'avoir quand je fais mon architecture. Il peut venir à mon PI planning. Il peut venir à mes différentes activités pour voir ce qui se passe. Il peut venir à la démo pour voir comment... il peut voir là, comment que ça se passe là, dans mes affaires, puis voir, des fois dans une démo, c'est déjà arrivé qu'un architecte de sécurité a vu un trou de sécurité live dans une démo. C'est quand même intéressant. C'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas été aperçu si cette personne-là n'était pas dédiée. Puis ensuite, les mécanismes de synchronisation qu'on a dans notre équipe d'équipe, dans notre train, c'est qu'on veut que ces gens-là, nos équipes ici, travaillent ensemble, fassent un plan ensemble. Fait qu'ici, on a tous les objectifs de mes équipes qui sont alignés dans un plan d'objectifs commun pour tout mon train. Ensuite, à toutes nos fins d'itération, on va intégrer ensemble, on va faire des démos ensemble, on va être synchronisés. Fait que non seulement on va avoir des itérations dans la même durée, mais on va les synchroniser, on va les commencer en même temps, on va les finir en même temps. S'il y a des changements de plan, on va être sur les mêmes frontières d'itération, les mêmes frontières de planning pour s'arrimer. Puis après ça, quand on va arriver au bout de notre incrément aussi, notre PI, qui est la somme de toutes les itérations qu'on a ici, on va se rencontrer tous ensemble pour voir comment on peut s'améliorer, puis comme grande équipe d'équipe, comment on peut mieux travailler ensemble la prochaine fois. Un autre artefact qu'on a aussi quand on fait notre planification en commun, c'est le fameux programme board. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous avez déjà été exposé à SAFE, maîtrisez un peu le concept, juste à main levée pour voir. Oui, alors beaucoup parmi vous sont exposés déjà à ça ici. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est vraiment les dépendances entre les équipes. Puis on voit ici là qu'il y a une carte ici qui peut dire, OK, si je veux être capable d'aller justement là, à mon événement commercial ici, ma foire commerciale, il faut que les licornes aient livré. Pour que les licornes aient livré, ils ont besoin des travaux qui viennent des dauphins, qui viennent des ours, qui viennent des iguanes. Puis on a besoin que quelqu'un de l'expérience client vienne valider. Et là, on voit toute la chaîne ici. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec un effort d'un PI planning, puis la vraie priorisation des affaires? Probablement que la foire commerciale, l'itération 1.3,
probablement que les gens d'affaires auraient aimé ça, que tout le code soit écrit à l'itération 1.1 ici, là, puis que tout soit prêt, puis qu'il y ait 2 itérations pour se revirer de base s'il y a un imprévu. Mais dans la vraie vie, avec les dépendances, avec le séquencement, on ne peut pas toujours y arriver. Qu'est-ce qui est important quand on a quelque chose qui est une priorité 1 comme ça? C'est de le sécuriser en premier dans le tableau. Autrement dit, les licornes, eux, c'était leur priorité de finir ça ici. Puis, ils l'ont mis le plus tôt possible en tenant compte des dépendances. Et puis, ici, ça a rempli la charge de travail de plusieurs équipes. À ce moment-là, les licornes, peut-être que ce n'est pas la seule chose qu'ils font pendant les 2 itérations ici. Peut-être qu'ils font d'autres choses qui contribuent à l'itération 1.4 ici, parce qu'ils attendent. Mais dans le plan, on a sécurisé la foire commerciale en premier. Après ça, les licornes, probablement, qui sont ramassées du travail ici pour padder en attendant, mais c'est fait après. Parce qu'on s'est entendu ensemble pour faire front commun pour livrer la démo de la foire commerciale. Alors, on pose la question, recommande-t-il d'exposer uniquement les features sur Programme Board ou les features et les stories? Moi, je dirais que c'est une question qui peut être complètement un trou de lapin et qu'on peut s'engouffrer là-dedans pendant 1 heure. Ce que je vous dirais, la version courte et utile pour la présentation d'aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on a en bleu dans l'exemple ici, c'est vraiment les features. C'est la granularité qu'on veut planifier, mais les dépendances en tant que telles, là, elles peuvent être aussi petites que nécessaire. Autrement dit, si au niveau des licornes, eux, ils font une feature, c'est ça qui est dans le plan, c'est ça qui est demandé par les gens d'affaires, c'est ça qu'ils veulent voir dans le tableau. Peut-être que les iguanes, là, leur contribution, c'est peut-être juste une petite story. Puis qu'est-ce qu'ils vont mettre au tableau ici, là, la petite carte rouge à côté des iguanas, c'est peut-être juste une petite story qui rend visible pour dire que ça soutient la chaîne de dépendance qui mène à la feature. Moi, je dirais par défaut, on met uniquement les features, mais les dépendances, on met aussi petit que nécessaire. Je dirais même si c'est très petit, ça nous donne justement encore plus de flexibilité pour la bouger au besoin. C'est souvent la meilleure façon de raccourcir les chemins critiques. Parce que si on met des dépendances de feature à feature, ça se peut qu'on n'ait pas besoin de 100% de la feature pour dire que la dépendance est résolue. Si on attend d'avoir la feature au complet, on rallonge notre chemin critique. C'est bon? Excellent. C'était une petite écartade, mais je pense que c'était important pour comprendre la notion que c'est avec des toutes petites dépendances qu'on peut faire des plans vraiment compacts ensemble, puis qu'on peut livrer de la valeur, puis être aligné. Parce qu'en même temps, là, si la dépendance est très petite, moi, comme Scrum Master des licornes, si je vais voir les iguanes, puis que je sais que c'est juste une petite story de 3 points dans leurs affaires, puis que je peux vraiment lui dire, cette story-là, est-ce qu'elle est complétée? On en a besoin. Alors, la boucle de rétroaction à l'échelle, on voit que c'est le Plan Do Check Act. On fait juste le répéter à toutes les échelles. Alors ici, on l'a à l'échelle de la grande solution. Ensuite, en dessous, je l'ai pour mon train, qu'on voit que pour mon incrément, on va planifier ensemble, puis ensuite, on va faire la revue ensemble, puis on va s'améliorer ensemble. Puis, on l'a à l'échelle de chacune des équipes aussi. Fait que ça veut dire que les équipes, ils font la totalité de leur cérémonie Scrum. Là. Ils font leur PDCA au complet. Même si on fait une démo intégrée, il y a quand même la revue au niveau de l'équipe Scrum qui a fait une petite démo avec un public un peu plus fermé pour poser des questions plus précises. Puis la démo à l'échelle du train qui se fait à la même cadence, qui se fait à la cadence des itérations aussi, elle, c'est une intention d'intégration puis de réduction là, du risque d'intégration à l'échelle de ma grande équipe d'équipe. Et puis aussi, c'est une démo qui va contenir la contribution de mes spécialistes là, qui ne sont pas nécessairement dans des équipes Scrum. Alors, comment on fait pour bâtir la confiance et l'alignement avec un train safe? C'est avec des équipes entières et des collaborateurs entiers plutôt que des ressources. Parce que quand on se met à dire ressources, c'est facile de dire des nombres à virgule, de dire je te donne 1.2 ressources, je te donne 0.1 ressources. C'est pas long qu'on fait des économies de feuilles Excel là, en pensant qu'on a réussi à livrer de la valeur. Là. Non, on ne veut pas de la fractionnement d'experts, on veut des équipes stables. Puis en ayant des experts là, dédiés, on peut avoir des partenariats très proactifs. Dès le dès au niveau de la conception, on peut avoir là, des contributions là, des gens techno, sécurité,
des gens de l'expérience client. C'est vraiment essentiel là, comme facteur de succès. Et puis, créer la confiance via le respect des objectifs communs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut livrer l'incrément au niveau du train. C'est pas tant de livrer 100% de mes petites stories ou de mes tâches. C'est de livrer les features, c'est de livrer les objectifs du train. C'est comme ça qu'on crée la confiance envers le train. Parce que quand la gestion perd la confiance envers le train, ben là, ils se mettent les mains à l'intérieur du train pour essayer de le réparer. La meilleure chose à faire, c'est de s'assurer qu'on respecte nos objectifs parce qu'ils n'essaieront pas de réparer quelque chose qui n'est pas brisé. Fait que, en ayant un train qui est stable, qui respecte ses objectifs, la gestion aura confiance et puis l'intérieur du train, on va le laisser surtout organiser parce qu'il a gagné la confiance en livrant ses objectifs. Les attitudes clés, c'est qu'on s'attend à une transparence et une collaboration. Là. On ne veut pas s'enfarger dans les barrières de l'organisation, dans la barrière de l'organigramme. On devient un réseau, on devient une équipe. Donc à ce moment-là, tout ce qui est les mécanismes là, de budget, tout ça, là, on veut tasser ça de la table pour vraiment parler de collaboration. On veut focuser sur l'engagement du groupe. Une chose que j'ai déjà vue, malheureusement, dans certaines organisations, c'est que les Scrum Masters, en voulant bien faire, essaient trop de défendre leurs équipes, puis défendre leurs équipes contre le train. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les Scrum Masters, ce soient des équipiers, pas juste des leaders. Fait qu'on veut qu'ils soient là aussi, des leaders équipiers, qui s'assurent qu'ensemble, on livre les objectifs du train. Puis encore une fois, la pugnacité vis-à-vis des bloquants. Autant qu'une équipe Scrum peut être bloquée, ben, un train peut être bloqué aussi. Et puis la même attitude, très, très proactive, très, très insistante à se débarrasser des bloquants, c'est essentiel. Si on veut que les Scrum Masters aient confiance en leur RTE, si on veut que les équipes aient confiance en leur RTE, il faut que notre ami le RTE soit très, très proactif dans la chasse aux bloquants. Et puis, à l'échelle, c'est très, très rare que ces choses-là, on va les faire tout seul. Fait qu'il va sûrement mettre à contribution ses collègues et confrères Scrum Master pour passer à travers des embûches et puis, en équipe d'équipe, passer à travers des bloquants. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport au train? Alors, le silence veut dire que ça continue. Une autre chose qui a changé aussi, c'est au niveau des clients. Hein, les clients, les gens disent « ça va bien aller », ils restent dans leur maison, respectent les règles du gouvernement. On a été un bout de temps que les enfants n'allaient plus à l'école, on les avait dans la maison. On n'allait plus dans les magasins, on achetait en ligne. On a plein de choses qui changent comme ça. J'imagine que vous-même aussi, vous avez changé beaucoup de vos habitudes personnelles, pas juste vos habitudes professionnelles. Mais ça met une pression très, très importante là, au niveau des organisations et puis leur capacité de s'adapter. Parce que dans une organisation, quand on parle d'agilité à l'échelle, on parle d'agilité au-delà de juste des équipes Scrum. Et SAFe, c'est une façon de faire de l'agilité à l'échelle. Quand je parle d'agilité à l'échelle, je parle en général. Quand je parle vraiment de train, que je parle de SAFe, je parle spécifiquement du cadre SAFe. Alors ici, quand on a notre organisation, notre train Essential SAFe qu'on avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le client, il fait partie du modèle. C'est un morceau central qu'on a ici. La préoccupation pour le client, puis le design thinking, autrement dit, de faire de la conception avec empathie par rapport aux besoins de nos clients. Parce que si on regarde ici, on a le double diamant là, du design thinking pour livrer une solution. Puis qu'est-ce que SAFe nous permet? En fait, c'est que c'est carrément enchâssé dans le cadre, c'est dans le framework. Quelqu'un qui veut faire de l'expérience client dans son organisation, puis qui veut s'assurer que l'expérience qui a été conçue soit livrée, ben, le cadre, il donne des poignées là, justement pour que ça se fasse. Et puis, mais ça demande quand même un certain ajustement aux praticiens du design thinking, puis aussi de l'expérience client, c'est que on ne désigne pas une expérience totale et complète et ensuite prenez et codez-en tous. L'expérience, c'est quelque chose de vivant. Et puis, si jamais il nous arrive un imprévu, par exemple une pandémie mondiale, ben à ce moment-là, il faut être capable de pivoter et de produire une nouvelle expérience, de produire quelque chose de nouveau pour nos clients qui ont changé de vie, nos clients qui ne viennent plus en magasin, qui font 100% en ligne.
qui ne peuvent plus toucher les produits, qui doivent juste regarder des photos ou regarder des vidéos, etc. Fait que toutes ces choses comme ça, comment est-ce qu'on décrit la nouvelle expérience? Et qu'à ce moment-là, c'est enchâssé là-dedans. Puis comment on fait aussi pour s'assurer que les gens, lorsqu'on dit on veut livrer la nouvelle expérience, que ce soit vraiment ça qui se fasse? C'est dans la définition des carnets dans Safe. En fait, le mot épique, j'imagine que beaucoup parmi vous ont déjà utilisé le mot épique. Juste levez la main, s'il vous plaît. Puis je prendrai en commentaire dans le chat, c'est quoi pour vous un épique? S'il y en a parmi vous qui ont le goût de se lancer, une petite définition rapide en une phrase. Une épopée. Bon. Bon, il va avec une traduction, bon, bien sûr, mais est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus clair? D'un peu plus touffu? Bon, on parle d'une fonctionnalité plus large, on parle d'un vrai besoin d'affaires. En fait, ces définitions-là sont vraies, mais dans Safe, il y a quelque chose de particulier. C'est que non seulement c'est quelque chose d'orienté à affaires, que c'est gros, mais c'est aussi quelque chose de structurant, un épique. Parce qu'en fait, on s'attend à ce qu'un épique soit nécessairement découpé en features. Et qu'en donnant les détails de ma feature, ce soit découpé en story. Fait que ça, c'est un concept qui est amené là, par Safe pour s'assurer que lorsque on met en place le cadre, qu'on met en place les carnets, qu'on dit OK, nos grandes orientations, c'est qu'on veut fidéliser les clients avec des volumes d'achat élevés, c'est un épique. Puis l'épique, pour le réaliser, on ne va pas juste le découper puis ensuite le laisser derrière, comme dans le cas je dirais, d'agilité classique, là, il y a une couple d'années, on avait des epic stories. C'était juste un gros récit qu'il fallait découper. Puis une fois qu'il était découpé, on le laissait derrière, puis on réalisait juste les petits morceaux. Là, c'est quelque chose qui est vivant tant que la gestion ne considère pas qu'on a atteint les objectifs qu'on s'est donnés pour fidéliser les clients ici, là. Fait que c'est vraiment une hiérarchie dans les carnets qui va vivre tout le temps la réalisation. Ça a des conséquences intéressantes. Ça veut dire qu'on pourrait prendre une nouvelle expérience client. Et puis, si ça me prend 2 trains pour la livrer, parce que les expertises sont différentes, c'est dans des secteurs de l'organisation différents, ou peut-être qu'il y a un des trains, c'est carrément un fournisseur à qui je demande des changements, je peux tous les rallier sous le même épique, leur dire, vous travaillez tous ensemble là, à fidéliser mes clients avec un volume d'achat élevé. Et puis, le train ou les trains, vont ramasser leur part de features qui, elles, vont être en fait réalisées, vont être découpées en récits dans les carnets, dans les équipes. Là. Et puis les équipes avec les PO et les Scrum Masters vont livrer des récits, ils vont livrer des stories. Puis tout ça va être tout attaché dans la hiérarchie qu'on a ici. Puis moi, je vais avoir une traçabilité là, à savoir, OK, mes épiques, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qui travaille là-dessus? Est-ce que ça avance? On fait des démos de features. Les features contribuent à quel épique? J'ai volontairement gardé les noms en anglais parce que si vous allez dans la documentation, vous ne trouverez pas épopée et fonctionnalité, vous allez trouver feature et épique. Et puis aussi, j'ai pris la peine, je vous donne un exemple, de mettre un feature enabler. Fait qu'ici, peut-être en termes d'expérience client, on se dit, on voudrait peut-être améliorer un peu là, la fluidité de notre site web, on voudrait mettre une transaction asynchrone. C'est quelque chose de technique qu'on va faire de notre côté. C'est plus dur de mettre des en tant que je veux là-dessus quand on fait des récits, mais c'est quelque chose qui a de la valeur au niveau de mon épique parce que je veux que les gens aient une belle expérience client. C'est bon? Fait que c'est clair là-dessus, les épiques, c'est pas juste un gros besoin, là, c'est vraiment une tête de hiérarchie qui nous permet d'attacher plusieurs carnets ensemble. C'est vraiment une dimension de plus là, que Safe ajoute. Et puis les épiques, c'est quelque chose qui vit dans le temps. Parce que ça a une signification aussi dans le temps, les découpages qu'on a là. Comme un épique, c'est quelque chose qui va vivre plusieurs PI, plusieurs programmes incréments. On voit ici, là, si mon train il fait des incréments de 10 semaines, qui conviendrait 4 sprints plus le sprint d'innovation, à ce moment-là, mon épique, ça se peut qu'il chevauche plusieurs incréments avant d'être complété. Puis qu'est-ce que vous voyez
dans mes petits programmes board en bas, là, vous voyez que je livre des petites features et des petits enablers par-ci, par-là au fil du temps. On voit là que les features, elles, sont contenues à l'intérieur d'un incrément, ne sont pas flottantes en dehors. On voit que ça donne une dimension de temps aussi, puis d'ordre de grandeur. Là. Quand on met un Epic, on s'attend à ce que ce soit vraiment un gros bloc de travail. Si on a un train de 100 personnes, là, ça se peut que mon Epic, ça me prenne 6 mois à 100 personnes de large pour le faire avancer. Tandis que les features qu'on va faire, peut-être qu'il y en a qui vont se compléter en un sprint par une équipe, d'autres en 2-3 sprints par 2 équipes de large. Fait que ça donne un ordre de grandeur aussi. Fait que si on veut une approche client alignée et pertinente, là, on veut se rallier autour d'objectifs communs. C'est super utile d'avoir des épiques qui vont se décliner là, à travers plusieurs carnets, qui vont alimenter plusieurs trains. Et puis, la même chose, là, on va être capable de faire évoluer notre cible. Là. Notre épique, là, on n'a pas tous les détails aujourd'hui. Ça se peut qu'on fasse plusieurs passes de design thinking pour être capable de faire toute l'expérience client de mon épique. Et puis, il y a une question sur la planification stratégique. Pour ceux qui veulent regarder dans SAFe, qu'est-ce qu'il y a en amont des épiques? Ce sont des strategic teams. C'est les fameux OKR, là, Objective Key Result. C'est ce qu'il y a en amont des épiques. Et puis, on veut que la stratégie, là, ce soit justement des thèmes stratégiques. Et puis, l'attitude clé pour que tout ça marche, c'est de l'écoute et de l'ouverture, parce que la cible est en mouvement. Autrement dit, s'assurer que si on a des experts en expérience client là, qui font des études de marché, qui ramassent du feedback, c'est pas parce que moi je suis le PO d'une équipe et que c'est moi qui ai l'autorité des récits dans le carnet que je peux être un petit roi dans mon coin puis je fais ce que je veux avec mon carnet. Je pense que c'est à moi comme PO d'être ouvert et d'être à l'écoute parce que ces gens-là d'expérience client ont probablement une vision un peu plus bout en bout que ce que moi je vois avec ma contribution. Là. Fait que ça prend de l'écoute et de l'ouverture. Puis dans l'autre sens aussi, sachant que la cible est en mouvement, les gens d'expérience client, il faut qu'ils restent ouverts, il faut qu'ils viennent aux démos, puis qu'ils voient les réactions des gens quand ils voient le produit pour vrai, puis qu'ils soient capables justement de remettre l'ouvrage sur la table, puis de le retaper, puis de le revisiter. C'est quelque chose qui est itératif aussi pour nos gens d'expérience client. C'est vraiment de l'écoute et de l'ouverture qui sont les attitudes clés pour que l'expérience client, là, le design thinking, que ça fasse partie intégrante d'un train, c'est là que se situe la clé là, pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur l'expérience client? Alors, on continue. Là aussi, où il y a des changements, c'est au niveau de la direction. Là. On a justement une question sur la stratégie. Là, on va en parler de stratégie, justement. Fait que ces gens-là, là, eux autres aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Parce qu'eux autres ont un fardeau quand même assez important sur les épaules. C'est que le monde a viré sur un dixaine. C'est pas juste un compétiteur a sorti un nouveau produit ou il y a une nouvelle technologie ou Anonymous ont fait tomber Sony puis Honda puis la sécurité informatique c'est important ou il y a des fuites de données personnelles puis tout à coup tout le monde prend ça à cœur du jour au lendemain, c'est important de faire de la sécurité. Non, là c'est le monde au complet qui a viré sur un dixaine, une pandémie mondiale, des confinements à l'échelle de la planète. Des économies en pleine transformation. Puis ces gens-là, en fait, ils retournent à la table à dessin, puis dans certains cas, ils redessinent l'organisation. C'est pas une mince affaire. Puis ces gens-là, ils ont des préoccupations. C'est bien beau retourner à la table à dessin, se mettre des thèmes stratégiques, dire ah oui, on a des magasins, mais à partir de maintenant, on est des leaders de l'expérience en ligne, partenaires de choix. Là, on fait ces phrases-là, on donne des objectifs. Mais quand vient le temps de livrer pour vrai, ils ne vont pas juste dire ces phrases-là à nos équipes de réalisation, à nos trains, puis ensuite nous laisser un chèque en blanc pour livrer. Ils vont nous demander des indicateurs, ils vont nous demander d'atteindre des objectifs, ils vont nous demander de leur remettre une planif, ils vont nous demander des budgets, puis ils vont nous demander aussi est-ce qu'on performe avec les budgets qu'on a là. Dans le manifeste agile, souvent, ça dit qu'on veut s'adapter plutôt que d'uniquement suivre un plan.
Mais ça ne veut pas dire de ne pas avoir de plan, surtout quand on travaille avec des gros sous, puis que la survie de l'organisation en dépend. Là, je ne pense pas qu'ils vont nous laisser aller pas de plan. Là. Je ne pense pas qu'ils vont nous laisser ça gérer comme au Far West. Qu'est-ce qu'on veut faire pour garder notre agilité, mais en restant rigoureux? C'est qu'on va faire de la gestion par balise. En fait, on va faire des budgets, puis au lieu de faire de la micro-gestion de chaque fraction de dollar partout, puis de demander des planifications budgétaires, puis des calendriers très, 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 très détaillés, on va donner des balises claires, avec des intentions, et puis on va déléguer les décisions tant qu'elles restent dans les balises. C'est ce qu'ils appellent dans SAFE là, les guardrails. Fait que... oui, effectivement, une comptabilité avec une vision recherche et développement. C'est qu'on s'amène ailleurs. Là. Puis ça, justement, la gestion par balise là, dans un portefeuille, ça, on peut passer une formation de 3 jours là-dessus. Et puis, on a juste couvert la surface. On n'a pas encore mis en pratique dans notre organisation pour vrai. Fait qu'on ne se lancera pas là-dedans ce soir. Mais on va parler de l'allocation de capacité. Pourquoi je parle de ce mécanisme-là en particulier? Bien, parce que c'en est un sur lequel je pense qu'on peut agir assez rapidement, mais c'est probablement le moins bien compris dans ceux que j'ai vus à date. Parce que quand on dit allocation de capacité, souvent c'est associé à gestion de capacité et le côté obscur de la gestion de capacité, ben, c'est de faire la police des feuilles de temps et s'assurer que tout le monde facture leur temps au bon projet. C'est pas là qu'on veut aller. On veut aller dans un monde agile où est-ce que les gens travaillent de façon soutenue et soutenable sur ce qui est pertinent et qui apporte de la valeur. Mais comment on fait pour y arriver, mais en gardant une belle administration rigoureuse et responsable? En fait, là, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est avec un exemple. Fait ici, mettons que j'ai mon train. Et puis que dans mon train, moi, j'ai 65% de mon budget qui est de livrer des éléments du portefeuille affaires, des améliorations à la business, des améliorations à l'espace client, des nouveaux produits en ligne, des nouvelles façons, exemple, si je suis en assurance, de faire mes traitements d'administration en ligne. Toutes ces choses-là. Fait qu'à ce moment-là, ici, ben, moi, je vais avoir des balises budgétaires à respecter. Il faut que je passe 65% de mon budget sur des améliorations d'affaires. Puis les gens d'affaires, en plus, dans mon exemple, ils m'ont donné leur balise à eux. Ils m'ont dit 1/3 sur un sujet, 1/3 sur tel autre sujet, puis 1/3 là-dessus. Fait que le 65% que je vais faire, je le fais au prorata qu'eux m'ont donné. Ensuite, ben, peut-être que l'organisation au niveau TI, ben, ils s'attendent à ce que mes équipes ils contribuent à la migration dans le cloud, puis à l'amélioration de la sécurité et protection des données personnelles. Puis, ben, avec la capacité que j'ai, ben, je peux peut-être m'engager à dire, ben, moi, je vais mettre 35% de mon budget là-dessus. Puis, qu'est-ce qui va découler de ça? C'est qu'au lieu de prendre chacune des tâches, puis de les assigner à des personnes ou à des fractions de ressources, là, que tout à coup, je m'en irais voir là, Frédéric, là, mon architecte de sécurité. Puis sur mes 5 sujets, là, ben, il faudrait que je passe point 1 là, point 4 là. Puis non, on va juste passer notre temps à courir après des feuilles de temps, courir après des formulaires, plutôt que de livrer de la valeur. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est prendre chacun des carnets. Parce que les gens qui nous donnent des budgets, c'est parce qu'ils ont des objectifs à atteindre, ils ont du contenu à livrer. Puis ce contenu-là, si on le traduit en carnet, puis quand on fait notre carnet à l'échelle du train, ben on pourrait faire un carnet avec des récits au prorata des budgets qu'on a. Fait que ça veut dire que quand je vais faire une planification, si j'ai 35% de mon cash qui est supposé aller en orientation TI, ben dans mon backlog, là, dans mon carnet, les petites cartes, là, je devrais avoir quasiment une carte sur 3 là, que c'est des cartes rouges, là, que c'est du TI que je fais avec mon train. J'aurais 2 cartes sur 3 que ce seraient des cartes affaires qui respecteraient les ratios qu'on s'est donnés. Là, ça a l'air un peu mécanique puis un peu abstrait. Ah, Éric, tu vis dans un monde théorique, etc. Mais quand on essaie de mettre ça en place dans la vraie vie, l'important, c'est pas de le respecter en toujours, en tout temps et en tout lieu, parce que ça se peut que le découpage s'y prête pas. Ça se peut que dans l'exemple que je donne ici, là, mettons que moi, j'ai réussi à mon premier PI à faire un split parfait. Tout est égal. Mais peut-être qu'avec la taille des chantiers ou les rythmes du marché,
Mettons que moi, je suis dans une compagnie d'assurance, puis qu'est-ce que j'ai en rouge vif ici, là? Ben, tout à coup, que c'est des nouvelles fonctionnalités pour les REER, là. Faut que je les livre, là. Ben, des exemples concrets de carnet. Ben, mettons, exemple, là, que mes deux rouges ici, là, on avait dit tantôt, c'est du TI. Mettons que le premier, c'est la migration dans le cloud. Le deuxième, ça pourrait être protection des données personnelles. Puis après ça, au niveau affaires, peut-être que le bleu foncé, mettons, c'est la campagne REER. Et puis les autres, c'est des améliorations à mes produits d'assurance. Mettons que ce serait ça que j'aurais comme différents carnets de produits qu'il faut que je livre là, dans mon année. Ben, peut-être qu'il y a une loi du gouvernement qui vient de sortir, puis que si je ne suis pas conforme à la protection des données personnelles à la fin du PI 4, ben, peut-être que je vais avoir une grosse amende. Fait que ça se peut qu'au PI 3, je mette le plus gros de mon jus là-dessus pour être sûr de rencontrer ma date. En termes de gouvernance, que je vais faire mon suivi après, là, ben, je vais prendre mes budgets cumulés, puis je vais me dire, ben, peut-être que mon rouge ici, là, je vais l'avoir quasiment tout dépensé, rendu au PI 4. Fait qu'au PI 5, là, je vais juste m'en garder un petit peu pour réparer les bugs. Le plus gros va être dépensé. Tandis que peut-être que ce qui est en bleu foncé ici, c'est pour ma campagne REER pour l'année prochaine. Donc là, moi, je suis en plein. Là, je viens de remarquer une petite faute de frappe dans mes chiffres. 1, 3, 4, 5. Mettons, dans mon deuxième PI que j'ai ici, je mets une grosse emphase sur les données personnelles. Puis, mon PI 4, ma colonne qui est ici, à ce moment-là, ça tombe cet automne. Fait que si je veux être prêt pour mes REER, il faut que je les aille pour janvier. Mais si je les fais trop en avance, ben, ça va dormir sur une tablette sans me donner de valeur. Fait que peut-être que le gros de mon argent, là, peut-être que je vais le mettre à l'automne. Je vais dire, je vais mettre presque la moitié de mon PI d'automne là-dessus pour être prêt pour ma campagne REER. Et puis, la gouvernance que je vais faire, c'est m'assurer au fil du temps là, que la somme accumulée de mon année, puis qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite, ben, est-ce que ça respecte mes ratios que j'ai ici? Mais au jour le jour, là, pour prendre des mots de chargé de projet, c'est comme si là, mes burn rates, là, mes consommations d'argent, c'est comme s'ils étaient variables dans le temps. Puis moi, je fais de la gouvernance sur les dépenses cumulées, mais je fais un peu comme si je jouais avec des champlures. Là. Le débit d'argent, je le change dans le temps selon ce qui est pertinent. Fait qu'on a décentralisé, exemple, à mon product manager, qu'est-ce qui est pertinent dans le temps, puis on va ouvrir les champlures d'argent en conséquence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, l'allocation de capacité, là, comme ça, c'est quelque chose je trouve qui est très, très mal compris, puis qui est difficile d'en faire appliquer, justement, parce que ça prend des exemples concrets là, pour se l'approprier. Alors, à main levée, est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Pendant une seconde, je vais peur de vous avoir endormi. Il n'y a plus personne qui levait la main. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires là-dessus? Parce que c'est quand même idem pour les efforts. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que dans mon cas ici, j'ai gardé une capacité fixe tout le long de mon année. C'est comme mon train, il met les mêmes efforts à tous les PI. Mais ça ne veut pas dire que mon train garde une taille constante dans l'année. Qu'est-ce qui est recommandé là, par SAFE et par beaucoup de mes collègues là, qui ont eu à le faire, c'est si on fait des mouvements, on fait des mouvements à coût d'équipe complète. C'est ça qui est le plus stable. Mais la capacité RH dispo, c'est qu'on essaie d'avoir le train le plus stable possible tant que c'est pertinent. Fait que si j'ai un train, mettons dans mon exemple, de 100 personnes, là, dans mon exemple ici, j'ai 100 personnes toute l'année. Fait que la somme de mes budgets, ça me donnait 100, mettons, ETP, là, 100 employés temps plein. J'ai 100 employés temps plein toute l'année. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je distribue mon budget en changeant la composition des backlogs. Fait que c'est ça qui va faire fluctuer mes burn rates dans le temps. Puis une chose aussi, quand on fait des mouvements d'équipe, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est les mouvements d'équipe volontaires. Parce que les gens, souvent, ils peuvent se blaser d'être tout le temps sur le même système, sur le même programme, sur la même chose. Puis à ce moment-là, d'avoir des changements volontaires, là, ça va être intéressant.
Avant de finir, faire un lien avec le changement non colocalisé. Oui, excellent. Je vais faire le lien juste avant la fin, effectivement. Là, on approche de la fin, je suis dans mon dernier élément. Là. Alors, aussi le roadmap, la planification qu'on va faire pour livrer la stratégie. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut avoir ce qu'on appelle du rolling wave planning. Là. On veut être capable d'avoir un plan quand même engagé assez ferme pour qu'est-ce qui est le prochain PI. On voit ici PI courant 2020, PI 2. Ça, c'est quelque chose là, qui est probablement engagé ferme et qu'on peut être confiant que ça s'en vient. Qu'est-ce qui est le PI 3? Ben, c'est une prévision à court terme. Puis plus ça va, ben, plus qu'on voit que c'est flou, que c'est des grands blocs. Puis non seulement c'est des grands blocs, si on regarde l'échelle, on voit que l'échelle là, est de plus en plus grande dans le temps. Là. Fait que c'est quelque chose qui est de plus en plus sujet à changement, qui est de plus en plus de haut niveau. Là. Fait que, puis ça, pas besoin d'avoir des gros outils exotiques et dispendieux pour faire ça. Là. Ça, c'est un de mes collègues là, qui est en clientèle, puis il est en train de mettre ça en place avec des feuilles Excel. Puis c'est suffisant là, pour mettre une roadmap agile. Puis quand on regarde, mettons la roadmap un peu plus à court terme, qu'on voit ici 3 PI d'avance, ben, qu'est-ce qu'on veut être capable de faire ici? C'est qu'on voit que le premier, il est engagé. Un peu comme une équipe Scrum là, qui a fait son engagement, qui est dans son sprint. On ne veut pas les interrompre. On veut les laisser travailler à pleine vitesse, livrer leur engagement. Puis si on fait des changements, ben, ça sera reporté au sprint suivant. C'est la même chose en safe, mais c'est au niveau d'un PI. Fait que si jamais il nous arrive quelque chose, ben là, on peut changer qu'est-ce qui n'est pas engagé et qu'est-ce qui n'est pas entamé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très intéressant, très, très pertinent pour la haute direction aussi. Chez un de nos clients, là, il y a une vice-présidente qui a été très, très intéressée justement par la capacité de faire pivoter un train. C'est souvent ce qu'on appelle, c'est pivoter. C'est quand on arrive à une frontière comme ça, là, ça se peut qu'on ait des changements importants d'objectifs. Et puis, elle s'en est d'ailleurs prévalue à quelques reprises, mais c'est souhaitable. On veut que les trains soient suffisamment disciplinés pour que l'organisation puisse se virer de bord. Il ne faut pas que le train soit égoïste et qu'il se protège juste lui-même. Là. Le train est là pour l'organisation. Fait qu'il faut soi-même se mettre dans des positions pour être capable de pivoter. Fait que quand on veut de l'alignement et de la confiance, c'est qu'on veut être capable de gérer par balise, puis on veut être capable de pivoter. Alors, on va être capable de cadencer et synchroniser plutôt que de juste programmer d'avance là, des grands découpages de projets, puis que les gens soient tenus à livrer ça comme si c'était un contrat signé avec le sang. Non, on veut être capable de cadencer, synchroniser, et puis on veut s'ajuster. On veut mesurer le progrès avec des résultats tangibles. Et puis la question que Renaud me posait par rapport à refaire le lien avec le changement, le travail à distance non colocalisé, c'est vraiment avec les attitudes qu'on voit ça. Parce que quand on n'a pas les mécanismes pour le faire, c'est difficile de déléguer puis de faire confiance. Parce que si on demande des suivis très, très serrés qui demandent beaucoup d'intervention, ben, pour être capable de maintenir le système en place, ça va demander beaucoup d'intervention, puis beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie. Et puis, à distance, ben, c'est pas évident de faire tous les suivis là, qu'on pouvait faire en personne avec les gens, avec tout ce que ça pouvait impliquer que d'être vraiment en groupe. Tandis que quand on gère par balise, qu'on est cadencé, qu'on est synchronisé, puis qu'on prend confiance en nos trains parce qu'ils nous livrent des résultats tangibles, on est capable de faire confiance puis de déléguer. Aussi, on focus sur les objectifs plutôt que le plan. Fait que, le plan, c'est vraiment une plateforme qui nous sert à exprimer les objectifs. C'est les objectifs qu'on regarde plutôt que la planification. Exemple, dans la complétion d'un EPIC, ça se peut que la direction dise que l'EPIC est satisfaisant, même si on n'a pas toutes fait les features. Là, je compare souvent un projet à une glissade d'eau. Souvent, un projet, la seule façon de sortir, c'est au bout. On ne peut pas sortir en plein milieu. Fait que si le projet est rendu à un projet agile, on s'entend, là, mettons qu'il serait fait avec des équipes Scrum, là. Si on se rend compte là, à une démo à 60-70% du budget dépensé, on arrête et on laisse de l'argent sur la table.
C'est pas quelque chose qu'on entend souvent là, dans les conversations. Là. Souvent, on dit, bon, on a un budget, fait que tant qu'à y être, on va améliorer jusqu'au bout. Même si on est en agile, c'est des choses encore qu'on entend. Alors que quand on arrive avec un Epic, puis qu'on finance le train, puis que le train fait juste consommer des backlogs, à ce moment-là, on est complètement ailleurs. Là. Fait qu'on est capable de focusser sur les objectifs. Les objectifs sont atteints. Il reste des récits dans le carnet. On n'en a pas besoin pour les objectifs. Bon, on n'a pas besoin de les compléter. Et puis là aussi, au niveau de la haute direction, d'être très, très proactif et d'être pugnace vis-à-vis des bloquants, ça crée beaucoup de confiance. Ouais, il y a des commentaires par rapport à la quantité de personnes autour d'un Epic. Ben, un Epic, on essaie de le garder à haut niveau, justement, pour que l'énoncé d'Epic, lui, soit clair et stable. Le détail en tant que tel, ça va se définir au fil du temps, ça va se définir aussi avec les features. L'essentiel, c'est de converger vers le MVP. Qu'il y ait des conversations sur la suite, puis que ce soit bonifié, puis que ça évolue, c'est souhaitable. On veut ça. Mais c'est quand même de focusser sur le MVP puis de se donner des objectifs à court terme. Puis plus le MVP est petit, plus ça va être facile de converger. Quelle est la différence maintenant si on tourne en mode à distance? Ben, en fait, qu'est-ce qui change? C'est qu'au lieu d'avoir un rêve de science-fiction, puis de le pousser dans le système par de la pression, là, en se disant que des racis serrés, puis beaucoup de pression avec des objectifs annuels cachés, secrets, c'est ça qui fait que les gens livrent. Là. Ça, cette ancienne mentalité-là, ben, ça fait des burn-out, ça ne fait pas nécessairement plus de livraison. Et puis, à distance, cette mentalité-là, ça va être encore pire. Parce qu'on perd c'est comme si on se privait du droit à la déconnexion. L'ordinateur de bureau, là, il est dans le salon, là, on est à une longueur de bras. Dès que les enfants sont couchés, de se rasseoir puis de continuer à travailler, puis de s'épuiser à la tâche. Là. Fait que les systèmes à pression avec des objectifs de science-fiction, là, ça, c'est vraiment pour brûler du monde, pour briser des équipes. On ne veut pas ça. Là. Ça, c'est une question au niveau de prioriser les PA objectifs en fonction de leur business value. Rendu là, on est dans les mécanismes internes de comment fonctionne un train safe. Puis oui, il y a une priorisation, il y a un score en business value qui est donné. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à avoir pour un train? C'est pas juste la vélocité, on veut le débit de valeur. Mais ça, c'est un concept là, qui pourrait être creusé à lui tout seul dans une présentation complète. Là. On pourrait faire une présentation complète sur les business value des objectifs de PI et puis on aura encore un autre très, très beau 5 à 7. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur la gestion? C'est quoi la posture gestionnaire qui n'a aucun rôle dans Safe? Ça aussi, ça peut être quand même assez long à répondre comme question, mais la réponse courte, c'est qu'un gestionnaire qui n'a pas de rôle dans Safe, ça ne veut pas dire que l'organigramme n'existe plus. Enfin, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rôle qu'il n'y a plus de poste. Fait que ça, c'est la mentalité qu'un rôle égale un poste, j'ai pas de rôle, donc je ne sers à rien. C'est le double système d'exploitation de l'organisation. Et puis, il y en a qui vont avoir un poste et un rôle, puis il y en a qui vont avoir un poste. La madame des ressources humaines, elle n'a pas de rôle dans le train, puis c'est pas pour ça qu'elle n'a pas de job dans la vie. Fait que quelqu'un qui gravite autour d'un train, s'il n'a pas un rôle dans le train, peut-être qu'il joue d'autres rôles pour l'organisation qui sont importants, là, des rôles administratifs, des rôles de soutien aux gens qui ont des rôles dans le train. Mais c'est ça, c'est vraiment de comprendre la dualité hiérarchie organigramme là, versus le réseau là, qu'on implémente avec un train. Est-ce que ça répondait à la question? Excellent. Fait que ça nous amène à notre conclusion. Hein? On avait une prévision que ça finissait à 6h30 et puis on s'enligne pour rencontrer cette prévision-là parce qu'il me reste une dernière page. Fait qu'en fait, les clés là, pour la confiance et l'alignement vers des résultats, là, même dans un monde à distance, c'est de décentraliser
Parce que tout ce qui est centralisé, qui demande de courir après quelqu'un pour avoir une décision, c'est juste encore pire à distance. Fait qu'à ce moment-là, on rajoute des délais puis des délais. Cadencer puis synchroniser, ça veut dire qu'au lieu de courir après des heures programmées qu'on pousse à des gens, on se donne des points de balise. Puis si quelqu'un dans sa réalité, il fait sa journée en 2 chiffres de 3h30 coupés par des moments où est-ce qu'il s'occupe des enfants, ben à ce moment-là, si on se donne des cadences fiables, que notre mêlée est à 9h le matin, et puis qu'ensuite on a nos sprints de 2 semaines, et puis que c'est la démo revue, c'est le vendredi, ben, il y a moyen d'aménager parce qu'on a une cadence prévisible. On peut faire notre horaire là, à la maison comme contributeur individuel là-dedans. Comme équipe, on peut se faire des planifications pour qu'on soit prêt pour les PI planning. Quand on est à la maison et qu'on est les deux en travail à distance, qu'on a un PI planning, ben, il y a peut-être moyen de s'arranger avec la conjointe que pendant le PI planning, ben, moi, je fais plus d'heures pour les journées un peu plus longues et puis on se reprendra la semaine prochaine pour s'ajuster. La cadence, ça aide à prévoir. Fait que ça, c'est bon pour les gens, c'est bon pour l'équipe. Même chose au niveau des gestionnaires. Ça les aide à avoir des attentes réalistes pour dire ben, le feedback que tu vas avoir, là, ça va être la semaine prochaine parce que c'est la semaine prochaine la revue. À ce moment-là, ça aide tout le monde, que ce soit cadencé, synchronisé. Et puis aussi, des résultats tangibles, là, ça favorise beaucoup plus la confiance que juste donner des restes à faire en heure, des pourcentages d'avancement. Parce que ça prend autant de temps de passer de 0 à 90 que de passer de 90 à 100 ça, c'est quelque chose qui est un petit peu ridicule là, dans le suivi des pourcentages là, qui sont très, très subjectifs. Là. Ensuite, les attitudes clés, ben, ça reste les mêmes à tous les niveaux. Courage, humilité, soulever les bloquants, de ne pas être orgueilleux et dire ben, je vais me débloquer tout seul. Si on a besoin d'aide, on le demande. Focus sur l'engagement à court terme. C'est la loi des petits pas. Des petits pas pour moi, des petits pas pour mon équipe, des petits pas pour mon train. Si on les réussit, nos petits pas, ben, on va les rencontrer, nos engagements. Puis la phrase de la journée, c'est la pugnacité vis-à-vis des bloquants. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, puis que c'est la pugnacité vis-à-vis des bloquants, puis que c'est comme ça que vous allez avoir de l'alignement, de la confiance des résultats, c'est 1h30 bien investie. Ouais, bien investi. Excellent. Fait que moi, ça faisait le tour du contenu préparé. Pour le reste, ce sera vos commentaires et questions là, dans le temps qui nous reste. Ouais, merci des feedbacks. Alors, juste une question comme ça. Est-ce que vous pensez que après la présentation qu'on vient de partager ensemble, est-ce que vous pensez que c'est pertinent de parler de SAFe dans un monde de télétravail, dans un monde de turbulence comme on vit aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse? Oui, pas seulement dans un monde de télétravail, mais je disais particulièrement dans un monde de télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou que vous voudriez complémenter ou Eric, il pourrait désactiver le micro pour poser directement. Oui, vous pouvez activer le micro si vous souhaitez aller à l'oral. Stay home, stay safe. Effectivement, en ce moment, c'est le Safe Summit Europe. Là, justement, j'étais en Europe ce matin virtuellement avec mes collègues. Oui, une équipe en situation de bottleneck, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choses là, qu'il faut regarder, mais c'est avec l'inspect and d'un train, là, le moment où est-ce qu'on réfléchit ensemble au train. Moi, j'essaierais de confier ça à l'intelligence collective. J'essaierais pas de résoudre ça tout seul. Est-ce qu'une organisation... Oui. Je vois qu'il y a une question de Hicham, là, il lève la main depuis tout à l'heure. Oui, Hicham, je t'écoute. Soit il est sur mute, soit il n'y avait pas de question. Là, je vois une question de
C'est bon. Oui, vas-y. Je viens de démuter. Ah, excellent. Salut Eric. Donc, c'est juste par rapport à la notion de mesurer le progrès via les résultats. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est sûr, mais est-ce que cette notion de mesurer mesurer le progrès avec les résultats, avec le fait de mélanger cette notion d'organigramme avec le monde agile ou safe, parce qu'il y aura toujours des gestionnaires qui vont demander on va dire un suivi, des indicateurs et tout. Comment on peut s'assurer qu'on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va rester toujours agile, et puis on va mesurer le progrès avec des résultats, avec cette demande des gestionnaires d'avoir toujours des indicateurs, un point de suivi, une gestion, un suivi par heure ou par point, si on parle du mode Scrum. Comment on peut vivre avec tout ça? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire la démonstration qu'on rencontre les critères. Parce qu'en fait, quand quelqu'un nous demande un indicateur précis, c'est comme si il nous donnait sa solution au lieu de nous parler de son besoin. Qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu essaies de mesurer? Veux-tu mesurer que tes gens travaillent fort? Veux-tu mesurer que ton argent va à la bonne place? Veux-tu mesurer que ton client en a pour son argent? Toutes ces questions-là, on peut les répondre de façon agile, mais il faut demander un petit peu des pourquoi. Là. Des fois, on peut passer pour des picosseux un peu, les coachs, mais c'est une façon pour y arriver. Là. Parce qu'en fait, là, avec les balises là, budgétaires qu'on a parlé tantôt, là, si on va jusqu'au bout là-dedans, on a toutes nos réponses de gestion avec les préoccupations de gestion qui vont avec. Là. J'ai un de mes clients là, que la reddition de compte là, se fait totalement en agile. On finance un PI à pleine largeur de toutes les équipes. On accumule les réels dans les feuilles de temps après coup. Puis c'est comme ça qu'on a les coûts, puis comment ça va être amorti en CAPEX, etc. Quand on a une démonstration claire, puis qu'on l'attache avec leurs vrais outils, on finit par avoir de l'adhésion. Mais ça demande quand même une démarche de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose là, qu'on obtient facilement et gratuitement. Alors là, je vois une question de Marie-André. Est-ce qu'il y a une organisation d'une certaine taille pour mettre en place SAFE? Moi, je dirais que les trains les plus petits que j'ai vus à date, c'était 30-35 développeurs. Puis si on ajoute la belle famille, là, tous les collaborateurs normalement qui sont partagés, ça me faisait un 60 personnes. Puis je trouve que c'est pas mal dans les plus petits qu'on peut aller. Là. Ce qui est recommandé, c'est entre 50 et 125 personnes. Puis je le crois, parce que ça rajoute quand même une taxe à l'organisation. Toutes les cérémonies supplémentaires, les rôles supplémentaires. Commencer à staffer une tête de train pour 15-20 personnes. À un moment donné, on se ramassait avec plus de chefs que d'Indiens. Fait que la fourchette de 50-125, je trouve que c'est une bonne fourchette pour la taille. J'ai déjà vu un train de 160, ça a été très, très laborieux. Je vous dirais entre 50 et 125, là, c'est pas mal le best. Ouais, 30 personnes en tout, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut tirer bénéfice de ça, parce que on va avoir beaucoup de rôles de leadership par rapport aux vraies personnes qui font la réalisation. Ouais, la confiance de gestion, l'équipe à livrer. Ouais, je vois le commentaire de Renaud ici. Puis, effectivement, obtenir la confiance puis l'engagement. La façon la plus concrète de l'imaginer, c'est, je dirais que la confiance et l'engagement, c'est comme un muscle. Ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit puis qu'on peut prendre pour acquis. Parce que quand ce n'est pas encore installé puis quand ce n'est pas quelque chose qui est solide, les équipes vont avoir peur de prêter le flanc à s'engager, puis peut-être avoir peur de se faire avoir là, par la gestion s'il y a eu des mauvais épisodes par le passé. Puis même chose aussi inversement avec la gestion, là, être empathique avec la gestion, que si ils sont habitués de se faire donner du buffer puis de se faire dire non à chaque fois qu'ils demandent de quoi puis qu'il faut qu'ils se battent pour l'avoir, pourtant c'est eux autres qui payent. Ça se peut qu'eux autres aussi aient de la misère là, à prêter le flanc et à faire confiance. Ben, je dirais que c'est comme développer un muscle. Là. Il faut l'essayer, il faut prendre une chance, puis des fois, faire travailler un muscle, ça fait mal. Fait que les premières fois, là, ça se peut qu'il y ait des petits accrochages, mais c'est vraiment d'essayer puis de persévérer, puis ça se développe.
Ouais, la culture, ça peut faire ou ça peut tuer une transformation, que ce soit une transformation safe ou n'importe quoi d'autre. Il faut. La façon numéro un de changer la culture, c'est de changer les gestes. Parce que les nouveaux gestes vont devenir la nouvelle routine vont devenir les nouvelles traditions, puis les traditions vont devenir la culture. La reddition de compte du secrétaire de Trésor, hein, ouais, mais ça, en fait, on va essayer de les influencer graduellement, je veux dire un à la fois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Il va falloir persévérer, avoir des succès. Mais il y a des organisations publiques qui ont des belles initiatives, puis c'est de s'assurer que ces bons coups-là sont diffusés, là, comme dans des semaines du numérique, comme dans des Agile Tours. Si il y a des beaux succès agiles, puis qu'on le montre, on rayonne, ben on va créer la confiance des gens, puis c'est avec cette visibilité-là, cette confiance-là, qu'on va arriver à faire des changements. PI planning hybride à distance, une option. Ben, nous, on a vécu beaucoup de PI planning à distance. Moi-même, j'en ai vécu. Puis, dans mon réseau de contacts CGI, il y a justement eu un webinaire en partenariat avec Scale Agile sur ce qui s'est fait mondialement au niveau de CGI. Et puis, on a eu des PI planning là, totalement à distance. Puis, ça a fonctionné. Puis justement, là, on en parlait aussi avec des experts, avec des gens de Scale Agile eux-mêmes. Là où il y a une préoccupation, par exemple, à long terme sur les PI planning à distance, c'est que ce soit plus difficile d'avoir la chimie d'équipe dans l'équipe d'équipe. Parce que travailler à distance, exemple dans Teams, puis que chacune des sous-équipes Scrum fasse sa planification, fasse son découpage, puis son engagement, ça, on est capable d'y arriver, puis être à 15 dans une salle Teams à faire du poker planning, ça se fait, ça marche. Mais là où c'est plus dur, c'est vraiment de créer des liens entre les équipes, que les équipes soient capables de se voir l'une l'autre, de se voisiner, de savoir qui fait quoi. C'est là que va falloir savoir être plus créatif et être capable d'entretenir cette petite magie-là qu'on a dans les PI planning physiques. C'est ça, je pense qu'on est encore dans une zone de créativité et d'adaptation. Je n'ai pas de réponse finale en béton incontestable là-dessus. Je ne pense pas qu'on va en avoir non plus. Mais on est dans une zone d'innovation, d'expérimentation là, sur les PI planning à distance en ce moment. Oui, Miro, Mural, c'est des choses qui ont été utilisées. On a utilisé aussi, on a un de nos clients qui a LeanKit, qui permet de faire des tableaux Kanban avec des petites cartes et des cordes. Ça a été un bel outil. Ça nous a aidés. J'ai entendu des gens qui l'ont fait dans Visio. Il y a comme toutes sortes de choses qui ont été essayées. Mais encore là aussi, là, on est en zone d'innovation parce que ces outils-là, je pense qu'ils n'étaient pas utilisés aussi massivement qu'ils le sont aujourd'hui. Quand on se log dans ces outils-là, on voit qu'ils font des mises à jour constantes sur des nouvelles fonctionnalités, des ajustements de performance. Eux aussi sont en expérimentation. Là, si vous regardez juste, si vous êtes des usagers réguliers de Teams, là, pas si longtemps, Teams permettait juste de voir 4 personnes à la fois à l'écran. Là, on est rendu à 9. C'était plus difficile aussi de faire des team breakouts, on va dire des séparations en équipe, de faire des levées de main. Puis aussi, ça a été bonifié de toutes sortes de façons avec des fonds d'écran personnalisés comme celui que vous voyez derrière moi en ce moment. Je pense que tout le monde est en adaptation en ce moment. Si vous essayez un outil aujourd'hui, ça se peut que dans 2 semaines, il se soit amélioré. Je pense que c'est de rester vigilant et de donner la chance au coureur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou on aurait fait le tour pour ce soir?